Le 4 quarts politique. Shlomo Malka. Le 4 quarts politique de la semaine, votre rendez-vous du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, Emmanuel Alpérine, figure de la télévision israélienne. Nous parlerons des tentatives de réforme des institutions judiciaires en Israël. Esther Lenneman, excellente connaisseure de la Grande-Bretagne. Elle a été longtemps correspondante d'Europe 1 à Londres. Nous parlerons du suppléant, la biographie du prince Harry, et Philippe Dessin, un des grands visages de TV5 Monde. Nous ferons le point avec lui sur la mobilisation contre le projet de réforme de la retraite et les conséquences politiques de cette mobilisation. Bonjour à tous et nous commençons avec vous. Emmanuel Alpérine, bonjour. Bonjour Shlomo. Merci d'être avec nous. Depuis que le gouvernement Netanyahou a prêté serment, comment vous qualifieriez l'état d'esprit de la population en Israël? Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, donc on ne peut pas parler d'un état d'esprit appartenant à tout le monde. C'est d'ailleurs le cas en Israël depuis toujours. Nous sommes une société où il y a des clivages et que ces clivages-là sont toujours apparents. Il y a à peu près, on peut dire, d'après les résultats d'élections, la moitié, plus ou moins la moitié de la population qui est d'accord avec les réformes préconisées par le gouvernement et l'autre moitié qui s'y oppose, mais alors avec force. Maintenant, je pense quand même qu'il y a un plus grand nombre d'Israéliens qui sont opposés à ces réformes, parce que, à mon avis, au sein du Likoud, par exemple, le parti de M. Netanyahou, il y a d'ailleurs pas un assez grand nombre de députés qui ne sont pas à l'aise avec ces réformes et qui acceptent la critique que l'on trouve dans les journaux de gauche ou dans le point de vue exprimé par une partie des intellectuels, des juges, des personnalités publiques, des anciens hommes politiques. Donc même au Likoud, je pense qu'il y a une partie de la population qui n'est pas à l'aise avec cette réforme, mais pour le moment, personne ne dit rien. C'est-à-dire que le pouvoir de M. Netanyahou sur le Likoud est tel qu'il n'y a pas d'opposition. Alors dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, il n'y a qu'un seul recours pour l'opposition, c'est ce qui va se faire demain, ce qui s'est fait la semaine dernière et qui sans doute va durer un certain temps. Manifester son opposition, et les manifestations vont sans doute être très importantes. Alors les manifestations du samedi soir ont repris contre le gouvernement Netanyahou. L'opposition reste divisée, mais tout semble indiquer quand même que la mobilisation existe. Oui, l'opposition est pas vraiment divisée. Il y a des nuances. C'est pas vraiment... Tout le monde est contre la réforme. Tout le monde. Tout le monde dans l'opposition est contre la réforme. Mais il y a des nuances, évidemment. Et par exemple, la manifestation de demain soir, elle sera à deux têtes. Il y aura en fait deux manifestations. L'une organisée par les associations de défense des droits de l'homme et l'autre par des partis politiques. Donc deux manifestations à Tel Aviv, l'une à côté de l'autre. On va voir ce que ça va donner. Alors, il y a une polarisation. Alors, il faut dire que les manifestants contestent le projet de réforme de la justice avancé par le ministre de la Justice, Yariv Levin, avec l'affaiblissement de la Cour suprême au profit des lois votées par la Knesset, et c'est un véritable bras de fer. Il y a une polarisation de plus en plus entre, d'un côté, la droite, l'extrême droite, et de l'autre, la gauche et le centre et les laïcs. Est-ce que cette polarisation en elle-même n'est pas dangereuse? Nous sommes dans une situation dangereuse tout simplement parce que la réforme bouleverse ce qui a été l'état de droit israélien depuis 75 ans. Ce n'est pas simplement une réforme de la justice, Shlomo, c'est une réforme constitutionnelle. À partir du moment
où le gouvernement pourra imposer ses vues sans que la justice puisse intervenir à partir du moment où toute loi annulée par la Cour suprême s'est arrogé ce droit il y a déjà pas plusieurs années. Si une loi annulée par la Cour suprême peut être remise en place par une majorité de 61 députés, c'est-à-dire non pas une majorité simple, c'est quand même une majorité qualifiée, mais une majorité que tout gouvernement, dont tous des gouvernements israéliens disposent. Donc si un gouvernement n'est pas content de l'annulation d'une de ces lois, il suffit simplement ensuite de faire passer une loi de la Knesset disant que la décision de la Cour suprême n'a aucune valeur. C'est vraiment une réforme Au simple vote majoritaire. Oui, enfin, une majorité de 61, c'est pas la simple majorité que l'on peut avoir par hasard dans l'hémicycle. Non, c'est quand même une majorité qualifiée. Mais 61, c'est n'importe quel gouvernement à 61 sièges, puisque sinon il n'aurait pas de majorité. Alors, il y a eu mardi soir un rassemblement de religieux, de responsables éducatifs qui ont organisé une réunion pour plaider pour un État juif et démocratique, comme quoi les fractures ne sont pas aussi nettes qu'on le dit. Et il y a aussi, vous en avez parlé, des passages entre les lignes au sein du Likoud que vous connaissez bien. Il y a des fractures, le soutien ne va pas de soi. Non, ça ne va pas de soi, mais je le disais tout à l'heure, pour le moment du moins, tous les députés du Likoud suivent les décisions de M. Netanyahou. Et la raison est très simple. D'abord, il y a deux raisons. D'abord, à cause du charisme et de la puissance de M. Netanyahou dans le domaine politique depuis toujours. Le Likoud est à sa botte depuis plusieurs années. Il n'y a pratiquement pas d'opposition au Likoud. Mais la deuxième raison est très simple, c'est que ce parti de droite relativement modéré, qui est aujourd'hui associé à la droite extrême et au parti ultra-religieux, c'est que c'est une chance extraordinaire pour elle d'être au pouvoir maintenant et de ne pas le partager. Et par conséquent, ils hésiteront longtemps avant de mettre des bâtons dans les roues des réformes préconisées par M. Netanyahou, lequel, je tiens à préciser, dans le temps, il n'y a pas si longtemps encore, était un défenseur de la Cour suprême, défenseur de la justice, du système judiciaire israélien. Si les choses ont changé, il y a une raison très simple, en tout cas, c'est pas officiellement, ça n'a pas été dit, mais une raison très simple, et qui est de bon sens, c'est que M. Netanyahou est poursuivi aujourd'hui par la justice pour corruption. Donc il a changé son attitude à l'égard des juges et à l'égard des procureurs. Ça va de soi. Là, le fait que la Cour suprême ait rejeté la participation de M. Aryeh Deri dans le gouvernement Netanyahou, est-ce que ça peut bloquer la coalition existante? Non, la coalition a 64 députés, elle est assurée de la majorité. 64, ça a l'air de rien, mais en Israël, il y a souvent des gouvernements disposant de 61, 62 sièges. Pensez au gouvernement sortant. Donc 64 sièges avec une volonté de gouverner et le sentiment que là, on en a pour 4 ans. Il n'y a pas de scission au sein de cette majorité. Il y a évidemment des nuances, je le disais tout à l'heure, mais pour l'instant, elles ne s'expriment pas et peut-être ne s'exprimeront-elles pas précisément à cause de cette volonté de gouverner, cette capacité qu'ils ont aujourd'hui de gouverner. Cela dit, il y a quelque chose, je tiens quand même à le préciser, depuis quelques années, plusieurs années déjà, des critiques qui ont été portées par beaucoup d'intellectuels et beaucoup de juristes contre ce qu'on appelle la judiciarisation de la politique israélienne. Et ça, c'est effectivement un problème. Ce qui s'est passé ces dernières années, que dans beaucoup de cas, les hommes politiques, au lieu de prendre des décisions, se sont dit, tournons-nous vers les tribunaux, demandons à la Cour suprême son avis. C'est pas quelque chose qui est tout à fait sain en démocratie, cette judiciarisation. Et de ce point de vue-là, moi je pense que la réaction actuelle, c'est-à-dire la volonté de réaffirmer la prééminence de l'exécutif et du législatif, est quelque chose qui me semble non seulement légitime, mais peut-être même qui va de soi. La question est de savoir s'ils ne vont pas trop loin. Et ça, c'est le point de vue de l'opposition, et je pense aussi d'une partie de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est que les réformes proposées vont trop loin.
elles vont trop loin en ce sens que l'état de droit en Israël est menacé, en ce sens que désormais, cette réforme permettra à l'exécutif, qui dispose de la majorité au Parlement, c'est-à-dire en fait, l'exécutif fait ce qu'il veut, le gouvernement fait ce qu'il veut au Parlement, et s'il muselle la justice, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus de séparation de pouvoir. Il n'y a plus véritablement de système démocratique viable. C'est quelque chose que nous n'avons pas connu jusqu'à présent et qui est dangereux. Et il y a aussi un questionnement, des interrogations, parce que, y compris chez ceux qui considèrent que la Cour suprême, c'est un joyau des institutions israéliennes qu'il faut protéger, etc. Mais il y en a qui mettent en cause le système de nomination des juges à la Cour suprême. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce système de nomination? Oui, alors là, je vais quand même exprimer une opinion claire. C'est, à mon avis, le meilleur système possible. Il s'agit d'une commission. Cette commission est composée de 3 juges à la Cour suprême, de 2 représentants du gouvernement, le ministre, de 2 députés dont l'un est de l'opposition, et de 2 représentants du barreau, choisis par le barreau. C'est-à-dire qu'il y a là vraiment de la gauche, de la droite, des juges, des politiques, il y a un peu de tout, la société civile est représentée, et c'est un système qui a fort bien marché jusqu'à présent, qui a l'avantage de ne pas permettre à un gouvernement de décider qui vont être les juges. Or, ce que veut faire aujourd'hui, la réforme que veut instituer le gouvernement actuel, c'est d'ajouter un certain nombre de membres à cette commission pour qu'il y ait une majorité d'hommes politiques appartenant, de près ou de loin, mais appartenant à la majorité gouvernementale. Ça veut dire que tous les juges vont être nommés désormais par le gouvernement, indirectement, mais en fait par le gouvernement. Et ça, c'est un système qui rend les juges absolument dépendants de la politique et qui, évidemment, signifie qu'ils ne sont plus libres de leurs décisions. J'ai rappelé tout à l'heure que vous connaissez bien le Likoud, et je peux rappeler, je crois, parce que c'est de notoriété publique, que vous êtes le neveu de l'ancien Premier ministre israélien Menachem Begin. Qu'aurait dit M. Begin du projet de réforme du système judiciaire mis en avant par M. Levin? Alors, je vais vous répondre comme le fils de M. Begin, mon cousin, Benny Begin, à qui on pose souvent la question, et il répond, comme je vais vous répondre maintenant. Cela fait 30 ans que je n'ai pas rencontré mon père. Dans mon cas, je peux dire, ça fait 30 ans que je n'ai pas rencontré mon oncle, et je ne sais absolument pas ce qu'il pourrait dire aujourd'hui. C'est absurde. La question est normale, hein. Ne discute pas, vous avez parfaitement le droit de poser la question, et on peut dire même qu'elle s'impose. Parce qu'on parlait d'une éventuelle crise au sein du Likoud, et M. Begin a quand même des héritiers en matière idéologique, des gens comme... Le Likoud d'aujourd'hui n'a presque plus rien à voir avec le Likoud de l'époque Begin. C'était il y a 30 ans, c'était il y a 40 ans, c'était en fait constitué par le mouvement révisionniste, Jabotinsky. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un certain nombre, en tout cas, de députés du Likoud ont lu quoi que ce soit de Jabotinsky, ils savent même de qui il est question. Non, les choses ont changé profondément. Non, vraiment, les choses ont changé profondément. C'est plus du tout le même parti. Mais encore une fois, c'est quand même pas un parti d'extrême droite. C'est un parti où il y a des courants libéraux. C'est un parti qui est une droite classique, nationaliste, mais libérale. Donc, il me semble que, comme je le disais tout à l'heure, qu'une partie des députés du Likoud aujourd'hui est très mal à l'aise en voyant la réforme proposée par M. Netanyahou et par son ministre de la Justice, Yariv Levin. Alors, je me tourne d'abord vers Philippe Dessin. On va parler tout à l'heure avec vous de la réforme des retraites en France, qui est une autre paire de manches, mais qui est aussi une forme de blocage, hein. On en parlera tout à l'heure. Mais à TV5 Monde, vous êtes connu comme quelqu'un qui a beaucoup touché à l'international. Donc, qu'est-ce que ça suscite en vous, ces projets de réforme judiciaire en Israël?
Alors, effectivement, je suis journaliste français, j'ai beaucoup travaillé à l'international et j'ai une vision historique du système politique israélien sur cette société travailliste, ouverte, etc. Ce qui se passe actuellement en Israël, et je le dis avec tout le respect, toute la distance et la bienveillance qu'il faut quand on est, et l'humilité, quand on est journaliste et que l'on regarde ça, c'est que, on en parlera d'ailleurs peut-être tout à l'heure sur les retraites, on a le sentiment depuis une vingtaine d'années que c'est une crise sans fin et que j'ai eu la chance de faire des reportages et de rencontrer beaucoup de personnalités en Israël. C'est une société en effet divisée, bloquée, et de laquelle il est très difficile de parler sur une antenne internationale telle que TV5 où je travaillais. En effet, les réactions, les critiques, les suspicions d'être pour tel ou tel camp en font un dossier qui n'a pas d'équivalent sur le traitement de l'actualité internationale. C'est-à-dire que c'est le sujet compliqué à faire. Ce sont des commentaires très complexes. Et effectivement, moi, en tant que je vis dans un pays aujourd'hui qui connaît des crises, mais qui est un pays installé démocratiquement avec des institutions, j'ai peine à comprendre ce que je qualifierais, si on peut s'autoriser ce mot, un peu le recul de l'ambition démocratique en Israël. Donc, je souhaite le meilleur. Les gens de ma génération ont espéré une paix, une société apaisée, etc. J'ai de nombreux amis journalistes ou dessinateurs en Israël, et j'ai peine à comprendre cette évolution que vous m'autoriserez à qualifier de préoccupante en ce qui concerne le droit de la justice. Esther Lennemann. Je peux poser une question à Emmanuel Halperin? Absolument. Bonjour Emmanuel Halperin. J'ai une question double en fait. Est-ce que, en fonction du tableau que vous nous avez décrit, est-ce que il y a le moindre espoir pour l'opposition de bloquer les réformes, ou est-ce que les manifestations, aussi nombreuses et aussi passionnées soient-elles, enthousiastes soient-elles, sont simplement des gestes symboliques? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que ce n'est pas un retour en arrière dans tout à l'heure, Shlomo Malka parlait de la nomination des juges à la Cour suprême. Il me semble qu'au début de l'État, les juges étaient souvent nommés de façon très politique. Réponse d'Emmanuel. Au début de l'État, effectivement, il y a eu une période de quasi-despotisme de la part du Parti travailliste dirigé par Ben Gurion, mais cela s'explique par la jeunesse de la société israélienne et le sentiment de danger, de conflit permanent. Donc peut-être était même peut-être un peu justifié. Mais cela fait fort longtemps que cette commission dont je viens de parler, cette commission de nomination des juges, est efficace et nomme des juges véritablement les meilleurs, vraiment. Et nous avons vraiment des juges excellents. On parlait tout à l'heure de Monsieur Begin. Il a une phrase lorsque la Cour suprême a décidé d'abolir une de ses décisions. Il avait dit tout simplement: il y a des juges à Jérusalem. C'est une phrase que l'on répète très souvent en Israël. Il y a des juges à Jérusalem. Nous avons des juges. Nous leur faisons confiance. Nous savons qu'ils sont impartiaux et qu'ils jugent en vertu du droit et pas en vertu d'un caprice politique quelconque. Alors maintenant, vous me posez la question des chances que de l'opposition de changer, de modifier, d'avoir une influence sur cette réforme on peut dire non seulement judiciaire, mais constitutionnelle. Je pense qu'il y a des chances que cette opposition obtienne satisfaction, du moins partiellement. Et pourquoi? Parce que la société israélienne, la société civile israélienne est extrêmement puissante. Prendre des décisions contre toutes les élites israéliennes, parce qu'il s'agit bien de cela, toutes les élites israéliennes, les juges, les professeurs d'université, les intellectuels d'une manière générale qui signent des pétitions, la foule que nous allons voir demain, que nous avons vu la semaine dernière sous la pluie. Je pense que le gouvernement ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout. Alors, je suis peut-être exagérément optimiste, mais il me semble que ces choses-là
ne sont pas véritablement possibles en Israël. Et si je me trompe, si ce que je viens de vous dire maintenant est faux, alors là, vraiment, ce sera très grave. Alors, finalement, c'est pas encore fait, d'après ce que vous nous dites, ce projet de réforme de Monsieur Levin. Il y avait dans cette manifestation, d'ailleurs, cette réunion, mardi soir dernier, quelqu'un qui avait une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Levinas ». Ken, Levin, lo. C'était Levinas, oui, Levin, non. Ça donne une indication, c'est une personne seule, hein, enfin, c'est un manifestant. C'était peut-être. Voilà. C'était peut-être quelqu'un que vous aviez envoyé parce que vous êtes un élève de Lévinas. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai envoyé personne. Merci, mon cher Emmanuel. Et en dépit du fait que les choses ne se sont pas encore décantées, on voit certaines réactions, notamment la mairie. Et on apprend que la mairie de Barcelone en Espagne veut mettre fin à son accord de jumelage avec Tel Aviv. Qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Oui, écoutez, je le regrette, ça ne peut être que regrettable. J'espère que la ville de Toulouse ne va pas faire la même chose. Nous avons une rue de Toulouse à Tel Aviv, précisément pour saluer cette alliance entre Tel Aviv et Toulouse. J'espère que l'exemple de Barcelone ne sera pas suivi. Merci à vous. On marque une pause. On va entendre les titres du journal et le 4 quarts politique revient dans un instant. Retour du 4 quarts politique de la semaine avec Emmanuel Alperin, Esther Lenneman et Philippe Dessin. Philippe Dessin, on va parler avec vous de on a entendu Emmanuel Alperin sur les projets de réforme qui mettent Israël en ébullition. On va parler de cette réforme des retraites qui suscite une mobilisation en France, une mobilisation massive, une mobilisation importante. On va pas rentrer dans la bataille des chiffres, mais il y a une prochaine mobilisation le 31 janvier. C'est au surplus la première phase de la contre-offensive des syndicats. Est-ce qu'on peut faire en France une réforme des retraites avec en face la totalité des syndicats qui sont contre? Alors peut-être je vais essayer de répondre à votre question en 15 secondes naturellement, mais peut-être pour essayer d'élargir, vous avez rappelé que j'avais quelques décennies de journalisme au compteur sur des chaînes françaises ou internationales. La réforme des retraites est le dossier sans fin. C'est-à-dire que j'ai commencé dans les années 80. 80, c'est facile, c'est lisible, c'est Mitterrand, la retraite à 60 ans. Et depuis, à chaque élection, chaque président est porteur d'une réforme des retraites dont il dit que ce sera la dernière, celle qui va stabiliser, etc. Et le pays entre dans une espèce de clivage, de dichotomie, d'opposition où les arguments rationnels ça fonctionne plus. C'est un cauchemar de journaliste que de dire alors on va essayer d'expliquer aujourd'hui en quoi consiste cette réforme, qui est touché, qui ne l'est pas. Généralement, on convie les meilleurs experts, on essaie de faire des encadrés, on ressort les archives et on voit que il y a une incapacité à être rationnel même lorsqu'on s'appuie sur un organisme qui est le Conseil d'orientation des retraites, on voit que la lecture forcément partisane d'un côté ou de l'autre fait que on n'apporte pas une clarté. Et mon propos, et j'en suis bien désolé, le propos que je tiens à votre antenne est un propos qui n'éclaire pas non plus. Mais c'est le débat qui est, je dis pas impossible, mais extrêmement compliqué dans la durée à régler en France. Je ne sais plus quel homme politique a dit que les Anglais, enfin les Britanniques, avaient un dossier comme ça encombrant depuis toujours et pour toujours. C'était l'Irlande du Nord. Eh bien, les Français, on a un truc super, on a l'affaire des retraites. Alors, vous me posez la question, est-ce qu'on peut réformer quand on a 1 million de personnes dans les rues? Il y a 2 précédents
qui s'opposent. Il y a 95 avec une mobilisation extrêmement forte à l'époque, Alain Juppé, le Premier ministre, et il y aura une reculade, un retrait du texte de la part de Chirac, et on peut dire que politiquement il ne survivra pas à ce retrait. D'ailleurs Juppé sera très fragilisé aussi. Et puis il y a eu d'autres moments plus récents, on peut penser à 2010, où là c'est Sarkozy qui est président. Il y aura 14 manifestations de suite, 14, dont certaines dépassent le million. Et néanmoins, la réforme sera votée. Donc là, on a un moment de cristallisation, de crispation, pardon pour cette réponse trop longue, je voulais remettre en perspective, on a un moment de crispation, je ne vois pas, compte tenu de ce que le président Macron a dit hier à Barcelone, je ne vois pas retirer le texte, ça serait d'ailleurs la fin de son quinquennat. Inversement, quand il y a 1 million de personnes... Mais il fait dire, notamment par... Elisabeth Borne que le dialogue reste ouvert. Oui, d'accord. Que mais le ça, dialogue reste ouvert. C'est une formule cosmétique, c'est-à-dire que aux frontières, aux lisières, il peut y avoir et il y aura des aménagements. Mais sur la question de l'âge qui focalise toute l'ascension, je ne vois pas qu'ils disent demain, je vous ai entendu et on va revenir à 63 ans. Donc en quelque sorte, il y a un moment. Donc il va tenir bon, il va pas reculer. Je pense, mais les syndicats n'auront pas l'intention non plus de reculer. Il y aura probablement une majorité au Parlement pour voter ce texte, avec donc pour simplifier les macronistes et une partie de la droite. Donc le texte probablement sera voté. Derrière, il n'y aura pas de délitement parlementaire comme on en voit percer le risque. C'est un dossier sur lequel je me garderais bien d'afficher une assurance à votre antenne. Mais ce que l'on pressent, c'est que Macron, qui n'est pas candidat à sa réélection et pour cause, c'est son 2e mandat, je ne le vois pas reculer, sauf à rester dans l'histoire comme celui qui n'a pas su réformer. Les syndicats eux-mêmes sont dans une logique jusqu'au boutiste. Il y a des réélections, il y a des changements, etc. Donc ils ne sont pas non plus dans une situation de pouvoir dire « Ok, on laisse faire ». Tous les syndicats sont unis. Il y a un vrai bras de fer, mais je ne vois pas le président Macron avec au surplus des sondages d'opinion. Mais vous allez me dire que c'était la même chose dans les réformes précédentes, les projets de réforme précédents. Les sondages ne vont pas dans le sens de cette réforme. Les Français regimbent alors que la totalité de nos voisins européens ont adopté, je me tourne d'ailleurs vers Esther Lehmann, au Royaume-Uni, c'est 67 ans. Comme en Italie, c'est 67 ans. Comme en Allemagne, c'est 67 ans. Dans la plupart des pays dont on parle, le système est complètement différent puisqu'il ne s'agit pas de retraite par répartition. Il s'agit de retraite par capitalisation, c'est-à-dire que vous cotisez vous-même pour votre propre retraite. Il y a une retraite d'État, mais c'est un strict minimum. C'est l'équivalent c'est un peu plus que le RSA, mais pas beaucoup. Donc, c'est vraiment pas le même, c'est pas le même paysage, ce sont pas les mêmes enjeux. Donc je ne pense pas qu'on puisse comparer. En plus, en tout cas chez les Britanniques, comme aux États-Unis, l'idée est que tant qu'on peut travailler, on travaille, basta. Oui, alors on parlait du risque de délitement. Est-ce que la droite républicaine, enfin les républicains autour de Ciotti vont vraiment voter ce texte ? Ou est-ce qu'il peut y avoir aussi une reculade de ce côté-là ? Alors, petit rappel, le programme de François Fillon, c'était retraite à 67 ans. Hein, et donc il y avait eu cette vision. Ensuite, pour certains d'entre eux, dans cette droite dite de gouvernement, ça a été jusqu'à 65 ans en gros. Donc aujourd'hui, si il n'y a pas de vote de la part ce qu'on appelle les républicains, c'est-à-dire cette droite de gouvernement, c'est parce que en prévision de l'élection présidentielle qui intervient quand même maintenant dans 4 ans, il y a un refus de donner l'impression qu'on s'est rallié, qu'on est les supplétifs de Macron. Donc il y a vraiment un positionnement politique, mais sur l'analyse du système de répartition, ce que vous indiquiez, de répartition, c'est-à-dire que en gros ce sont les actifs qui cotisent pour ceux qui sont en retraite, donc c'est la solidarité intergénérationnelle. La droite manque d'arguments pour dire on ne le votera pas. On a vu que certains hommes politiques comme Xavier Bertrand essaient de trouver un certain nombre d'éléments, d'arguments, c'est pas une retraite juste, etc. Mais
le positionnement théorique de la droite, c'est entre 65 et 67 ans. Donc, iront-ils jusqu'à se renier en quelque sorte à ne pas voter au Parlement? Eh ben, on va savoir ça ces tout prochains jours. Alors, oui, vous vouliez ajouter un mot, Esther. C'est une question de forme, mais on a vu que Macron, le président Macron et 11 de ses ministres étaient à Barcelone pendant qu'un million de Français défilaient dans les rues. Son objectif est clair, c'est de se distancier de ce qui se passe, c'est de montrer que lui, il s'occupe d'autre chose. Je me suis demandé si c'était pas une erreur de ne pas être à l'Élysée au moment où un mouvement de contestation s'établit, s'installe de façon massive. Si c'était pas un calcul erroné. D'autant qu'il est à Barcelone avec beaucoup de ses ministres. Il y avait que la première ministre qui était aux affaires. Le ministre de l'emploi, transport, de l'éducation, qui était massivement en grève aussi. Mais effectivement, c'est une façon de montrer qu'on est au-dessus. Mais quand on est au-dessus, par définition, on n'est pas au contact, on n'est pas en train d'expliquer. On verra ce qui se passera. Il y a bien d'autres rendez-vous qui sont pris. Salomon le rappelait, le 31 janvier, dans quelques jours, il y a à nouveau une manif. Sera-t-elle aussi importante? Que dira Macron dans cette situation? Il y a beaucoup, évidemment, de portes ouvertes à ça. Nous allons beaucoup marcher dans les prochains mois. Voilà. Alors, on va beaucoup marcher et... je change totalement de sujet puisque on va parler du livre du prince Harry, Le Suppléant. Et je me tourne vers vous, vous l'avez lu, Esther Lenneman. Contre toute attente, ce livre se vend beaucoup. Et pas seulement en France, on a lancé la Bérésina et en fait les chiffres de vente sont très bons. Surtout en Angleterre et aux États-Unis, enfin dans les pays de langue anglaise. D'abord, il est très bien écrit. C'est un romancier dont j'ai oublié le nom, est un romancier américain. Écrit, non, mais ils ont beaucoup travaillé dessus. Pas lui qui écrit, il dit qu'il n'a jamais lu de livre, qu'il ne lit pas de livre. C'est vrai que c'est pas un grand lecteur, c'est pas lui qui l'a écrit, mais visiblement ils ont beaucoup travaillé ensemble. Et donc le livre est bien écrit, il se lit très très facilement. J'avoue que j'ai été agréablement surprise, que c'est étonnant de voir que c'est vrai que la famille royale a toujours, les membres de la famille royale ont toujours réussi à faire passer leur message, mais c'était généralement de façon masquée, puisque la pratique habituelle, c'était puisqu'ils n'ont pas le droit ils ne donnent pas d'interview, on peut pas les citer, donc ce qu'ils faisaient, c'est que généralement, quand ils parlaient aux journalistes, on citait une source du palais, une source proche du palais. C'est-à-dire, si vous parliez avec celui qui est aujourd'hui le roi Charles, et qu'il vous disait quelque chose, vous étiez obligé de dire une source proche du prince Charles à l'époque. Il y a eu quelques exceptions, mais alors que là, vous avez quelqu'un qui vous raconte sa vie avec une honnêteté apparente. Il y a par exemple des passages extrêmement intéressants sur sa période comme soldat dans l'armée, quand il était en Afghanistan, quand il était en Irak, et avec beaucoup de détails. Il a vraiment envie de raconter. Reproché, quand même. Non, on a sorti une phrase qu'il faut vraiment chercher pour la trouver quand on lit le livre, qui s'inscrit dans plusieurs chapitres où il raconte ce que c'est qu'être soldat sur le front. Alors, la famille royale ne sort pas vraiment affaiblie par la charge du prince Harry. Il apparaît plutôt, quoi que vous en disiez, il apparaît plutôt comme... moi, j'ai regardé un peu le livre. Il apparaît plutôt comme quelqu'un qui se cherche. Oui, quelqu'un de fragile. Quelqu'un de fragile. La famille royale ne sort pas grandie de cette affaire. On a l'image d'un enfant très seul, et avec un entourage familial qui, au moment de la mort de sa mère, n'a absolument pas su comment le protéger, comment l'aider à traverser ça. Et on a l'impression de gens qui sont un peu émotionnellement dysfonctionnels. Donc c'est pas non plus...
c'est ni blanc ni noir. Des deux côtés, on se dit qu'il y a probablement des problèmes non résolus. Il y a des moments, je vous l'accorde tout à fait, des moments touchants. Sur les photos de l'accident, il y a une séquence très dure où Harry se montre inconsolable du fait que la dernière chose que sa mère ait vue sur Terre avant de mourir, c'est un flash d'appareil photo. Oui, il a une haine pour les paparazzi et pour les journalistes en général qui est sans doute compréhensible, parce que c'est vrai que sa mère a été pourchassée pendant des années, mais ce qu'il ne dit pas, et il a besoin que les personnages soient blancs, soit noirs. Elle aussi, elle a joué beaucoup le jeu des médias, c'est-à-dire que on l'a su après. Pendant des années, elle avait une exclusivité, une relation exclusive avec le correspondant royal du Daily Mail, dont j'ai oublié le nom, et elle l'appelait, il se retrouvait dans une voiture et elle lui parlait pendant des heures pour nourrir ses papiers. Donc, si vous voulez, c'est un jeu où tout le monde a joué des deux côtés. Les relations avec Camilla Parker Bowles sont au début exécrables. Ça s'est arrangé un peu, mais pas beaucoup. Non, pas beaucoup. On n'a pas l'impression qu'il l'aime beaucoup. Et une fois encore, on n'a que son point de vue à lui. On ne sait absolument pas comment les choses se passent. On a sa version des faits. Alors, il y a cet épisode du déguisement nazi, parce que bon, là, l'explication, il est invité à une soirée costumée, et il arrive avec un étendard nazi. Non, c'est plus que ça. Il arrive avec un uniforme, et sur lequel un uniforme de l'armée allemande, je crois de l'armée allemande au Proche-Orient, donc un uniforme d'été, avec effectivement une swastika sur le bras. Alors là, il se défend très mal. L'explication est un peu courte. Il dit oui, mais j'ai demandé leur avis au prince William et à son épouse, qui m'ont dit oui, de choisir entre deux déguisements, et ils ont choisi le déguisement nazi. Enfin bon, il a 20 ans ou 22 ou 24 ans. Mais... C'est un milieu, je crois que moi j'ai vu ça comme effectivement, ça faisait des années que la rumeur disait qu'effectivement William était au courant qu'il avait choisi cet uniforme-là et qu'il n'en avait pas dissuadé, ce qui est gênant pour un futur roi d'Angleterre. Et Harry a toujours eu cette réputation de ne pas être très branché sur les choses, d'être un peu dans un monde à lui, d'être un peu épais, de pas être très intelligent. Mais ce que ça montre aussi, c'est qu'ils vivent dans un monde, dans une espèce de bulle, où les gens ne s'occupent pas de politique, où on fait du sport, et où on sort, où on rencontre des filles. Enfin, c'est vraiment pas... c'est un monde... c'est une bulle coupée du monde. Et c'est vraiment cette impression. Et il y a une ignorance, quoi. Et j'avais oublié qu'à la suite de cet impair, le prince Charles a demandé à Harry de voir le grand rabbin de Grande-Bretagne. Il ne le dit pas, mais ça m'a tout l'air d'être... Si, il le dit, c'est Jonathan Sachs. Jonathan Sachs. Oui, c'est Jonathan Sachs, bien sûr. Et alors, bon, Sachs... très intelligent, dit bon, vous avez 20 ans, on va pas en faire un plat, mais voilà, mais vous avez des lacunes, il faut lire, il faut vous intéresser à la période. Juste une chose, Jonathan Sachs, le grand rabbin de l'époque, était connu comme grand rabbin, mais il avait aussi fait des études de philosophie à Oxford, il a écrit beaucoup de livres de philosophie, et il écrivait des tribunes dans les journaux. Absolument, un grand rabbin remarquable. Sur la BBC, tous les matins, il y a, à l'époque c'était au milieu du journal du matin, donc celui qui est le plus écouté, il y a une chronique qui est toujours écrite par un religieux. Alors ça peut être un archevêque, ça peut être quelqu'un de l'église anglicane, ça peut être un prêtre hindouiste, et régulièrement il y avait 2 rabbins juifs qu'on entendait à l'antenne.
L'un des deux était le rabbin Jonathan Sacks. Donc, si vous voulez, en Grande-Bretagne à l'époque, il avait une posture morale qui dépassait son titre de grand rabbin. Et donc, c'était... Et de lord, il était... Pas à l'époque. Pas à l'époque. À l'époque, il n'était pas encore lord, puisqu'il était encore grand rabbin. Donc le choix de celui qui était le prince Charles à l'époque d'amener son fils chez Saxe était logique, pas seulement pour des raisons institutionnelles, mais pour des raisons de stature morale. Et sa position qui est de lui dire vous avez fait une erreur, visiblement vous vous en repentez, maintenant il faut que vous vous renseigniez sur les choses, correspond au personnage. Alors, il faut dire aussi que des voix se sont élevées en disant que s'il avait été soldat au moment où il s'est déguisé en fureur, il serait passé en conseil de discipline. Très vraisemblablement, bien sûr. Alors, préparez-vous parce qu'on termine rituellement cette émission en vous demandant votre coup de cœur ou votre coup de griffe de la semaine. C'est un livre, une exposition. Bon, moi sur le livre, vous avez l'air assez emballé. Non, mais touché. Oui, beaucoup plus touché que je ne m'y attendais. Oui. Moi, j'ai trouvé quelqu'un d'un peu déboussolé quand même. Oui, bien sûr. Même, y compris dans cette rencontre avec. Alors, il révèle aussi que contrairement à une rumeur qui a couru, il est circoncis parce que la famille royale est traditionnellement, enfin, le rite de la circoncision. Je suis désolée, ça me paraît pas une information vitale. D'accord, ok, bon ben je le retire. Bon, enfin c'est lui qui en parle, hein. Oui, il parle de beaucoup de choses. Il dit qu'il y a une rumeur disant le contraire, y compris pour William et pour lui, et que c'est faux. Mais bon, là voilà. encore, aux États-Unis aussi, beaucoup de garçons sont circoncis très vite pour des raisons d'hygiène. Voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est pour des raisons d'hygiène. Oui, oui. Alors, je me tourne vers vous, sauf si vous voulez, Philippe, dire un mot de ce livre que vous n'avez pas lu. Eh que bien, vous avez lu. vous trompez. Oui. Vous Ah, trompez. vous l'avez lu. Je l'ai lu. Pardon. Je l'ai lu. Effectivement, j'y ai trouvé des choses beaucoup plus intéressantes que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais un peu à des propos papier glacé, glamour, etc. Et il y a une rencontre avec quelqu'un que je ne connais pas. Je n'ai jamais vécu en Grande-Bretagne. Quelqu'un que je trouve fragile, un homme blessé. Et quand, dès le début de sa naissance, on est le numéro 2, hein, le suppléant Zosper, effectivement, on sent toute la souffrance, la non-reconnaissance qu'il y a. Et je me suis demandé si c'était une famille, pardon, le mot est à la mode, dysfonctionnelle, c'est-à-dire vraiment cette famille, quand on remonte avec les unes de Paris Match depuis 50 ans, il y a tant de choses, ou si c'était une famille normale, c'est-à-dire une famille telle que celle que nous connaissons, où il y a des tensions, des choses de genre. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle soit rendue publique de cette façon et sans pudeur presque. Alors, nous terminons en style télégraphique, véritablement, votre coup de cœur ou votre coup de griffe de la semaine. Esther Lennemann. Alors le coup de cœur, c'est une exposition qui malheureusement est terminée, qui se passait à l'Orangerie, dont vous avez peut-être parlé ici, d'un peintre qui s'appelait Sam Safran. Oui. Qui était... Oui, on en a parlé. Qui est une très, très belle expo et qui, à la surprise même des gens de l'Orangerie, a été un succès populaire remarquable. Philippe Dessin. Moi, mon coup de cœur est collectif. Je suis l'actualité quotidiennement et je voudrais le dédier aux femmes iraniennes qui montrent avec un courage extraordinaire. Les hommes aussi, puisque certains d'entre eux ont été exécutés. Je pense à cette société civile. Il y a une quarantaine d'années, lorsque le Shah d'Iran est tombé, chacun espérait qu'il y ait une société plus démocratique. Et voir que cette société est ancrée dans l'obscurantisme, que ces femmes risquent leur vie, que ces hommes aussi. Donc c'est à eux que je pense sur ce coup de cœur. Merci à tous les trois. Merci Emmanuel Alpérine, Esther Lennemann, Philippe Dessin. Bon dimanche à tous.